le travail est-il nécessairement contraire à la liberté? Il me semble que cette question pourrait vous intéresser car, d'une part, vous savez tous ce que c'est que le travail, même si probablement vous n'avez pas travaillé dans des entreprises, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Vous savez ce que c'est que le travail, au moins le travail scolaire. Vous connaissez sans doute quelques tâches ménagères que vous avez dû accomplir dans votre famille. Peut-être que vous avez pratiqué un sport ou que vous pratiquez toujours un sport ou un instrument de musique, auquel cas vous devez nécessairement vous entraîner, c'est-à-dire travailler. Par ailleurs, vous avez tous en vous, probablement, un désir de liberté, et vous savez que ce désir n'est pas toujours satisfait. Et il est assez probable également que vous vous êtes rendu compte que le travail est bien souvent un obstacle à la réalisation de ce désir. Vous vous demandez donc peut-être si le travail est forcément un obstacle à la liberté. Est-ce qu'il y a une opposition inévitable, nécessaire, entre travail et liberté? Eh bien, à cette question, la réponse paraît assez évidente. Oui, il y a bien dans le travail et la liberté quelque chose qui les oppose l'un à l'autre. Le travail, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est une activité qu'on n'accomplit pas de façon naturelle, instinctive. C'est une activité qui nécessite un effort de volonté, un effort d'attention. Il s'agit d'abord de se représenter le but qu'on doit accomplir. Ce but est plus ou moins lointain. On ne pourra pas l'atteindre immédiatement. Il faudra effectuer un certain nombre de gestes avec attention, avec concentration, pour pouvoir enfin atteindre la satisfaction. On peut dire que le travail, c'est une médiation entre le désir et sa satisfaction. C'est un intermédiaire plus ou moins pénible entre le désir qu'on cherche à réaliser et la réalisation de ce désir. De ce fait, le travail apparaît toujours comme plus ou moins frustrant. C'est quelque chose qui, au moins dans un premier temps, apparaît comme une corvée, quelque chose dont on aimerait bien pouvoir se passer, mais qui est nécessaire pour obtenir ce que l'on désire. Le travail peut être même tellement pénible qu'on peut l'assimiler à une sorte de torture. En tout cas, c'est ce que révèle l'étymologie du mot travail. Tripalium, en latin, étant un instrument de torture. Et c'est le mot qui aurait donné, paraît-il, travail. La liberté, au contraire, c'est le fait d'accomplir ses propres buts. C'est le pouvoir d'accomplir ses propres buts en agissant pour soi-même et non en fonction d'une contrainte extérieure. On voit donc bien que le travail, activité déplaisante, qu'on n'accomplit pas facilement, spontanément, est au moins en apparence tout à fait le contraire de la liberté. Si nous travaillons, ce n'est pas pour réaliser nos propres buts de façon spontanée. Si nous travaillons, c'est parce que nous sommes soumis à des contraintes. D'abord une contrainte naturelle, nous devons manger, et pour manger, eh bien, il nous faut travailler. Et puis, il y a aussi des contraintes sociales. Il y a une pression de la société, plus ou moins forte suivant les époques, suivant les cultures, suivant la place également qu'on occupe dans la société, qui nous contraint à travailler. La réponse que nous venons d'étudier, elle a l'air évidente et pourtant, si on y réfléchit de plus près, on s'aperçoit qu'elle est très contestable. En effet, si nous agissions de façon purement naturelle, nous nous laisserions guider par un automatisme instinctif. Un automatisme, c'est-à-dire quelque chose qui nous empêche d'agir véritablement librement. L'instinct, c'est une sorte de programme que la nature a implanté en nous. Quand nous travaillons, il y a notre volonté qui intervient. Nous nous fixons des buts, des objectifs. Et donc, il semble bien que le travail, loin d'être forcément contraire à la liberté, puisse, dans bien des cas, être un facteur de liberté, en tout cas une activité tout à fait compatible avec la liberté. D'ailleurs, le travail, on le verra, est généralement lié à la technique. On n'accomplit pas ses
ses tâches n'importe comment, mais selon une certaine technique. Or, qu'est-ce que c'est qu'une technique? C'est un savoir-faire qui n'est pas naturel, qui a été inventé par l'homme, qui a nécessité d'ailleurs un certain travail, un travail d'invention, mais aussi d'apprentissage. Et cette technique permet de réaliser efficacement les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, plus nous acquérons des techniques grâce à un travail, justement, plus nous sommes en mesure de réaliser nos buts, plus nous sommes efficaces, plus notre pouvoir augmente, donc plus nous sommes libres. Ça, c'est ce que nous verrons dans une première partie. Nous verrons que le travail n'est pas nécessairement opposé à la liberté et qu'il est même facteur de liberté. Seulement, cette première réponse n'est pas entièrement satisfaisante parce que elle fait abstraction du caractère social du travail. Elle ne tient pas compte du fait que la plupart du temps, sinon toujours, un travail c'est quelque chose qui est fait pour la société. On ne l'accomplit pas simplement pour soi-même, pour ses propres buts. Donc, il semble bien qu'il y ait des contraintes à respecter et que le travail, donc, de ce fait, impose une privation de liberté. Cette réponse, c'est celle que nous étudierons dans la seconde partie de ce cours. Mais nous verrons dans une dernière partie que cette réponse est tout aussi discutable que la précédente. En effet, ce n'est peut-être pas le travail en lui-même qui est un obstacle à la liberté. Peut-être que c'est la manière dont on l'organise dans la société qui nous dit que l'organisation actuelle du travail, qui effectivement entraîne bien souvent une privation de liberté, qui nous dit que cette façon d'organiser le travail est définitive, qui nous dit que c'est par définition que le travail est un obstacle à la liberté. Est-ce que c'est le travail qui est véritablement en lui-même nécessairement contraire à la liberté, ou est-ce que ce n'est pas simplement une forme de travail ou certaines formes de travail qui seraient contraires à cette liberté? Ces questions, nous essaierons d'y apporter des réponses dans la dernière partie de ce cours. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, je vais d'abord mettre en lumière les aspects libérateurs du travail. Je vais essayer de montrer en quoi le travail peut être un facteur de liberté. Et cette première partie sera elle-même divisée en deux sous-parties. En effet, le travail est à la fois tourné vers l'extérieur. Grâce au travail, l'être humain transforme son environnement, et en particulier la nature. Et d'autre part, le travail est tourné vers l'homme lui-même, au sens où, en travaillant, l'être humain se transforme lui-même. Et on va voir que cette transformation de l'homme par lui-même est aussi un facteur de liberté. Mais d'abord, parlons du rapport entre l'homme et la nature. Au départ, comme on le disait tout à l'heure, le travail était une nécessité. Loin d'apparaître comme un facteur de liberté, il était une contrainte, quelque chose que l'homme devait accomplir pour pouvoir simplement survivre. Et de ce point de vue, on pouvait avoir l'impression que l'être humain était désavantagé par rapport à d'autres animaux. Il avait peu de moyens pour se protéger du froid ou d'autres animaux, contrairement à certaines espèces qui sont pourvues d'une fourrure épaisse ou d'une rapidité à la course extraordinaire, ou encore de griffes, de crocs. L'être humain était dépourvu de tout cela. Pour Aristote, un philosophe grec qui était contemporain d'Alexandre, c'était d'ailleurs son précepteur, le désavantage de l'espèce humaine n'est en fait qu'une apparence. Aristote prend ici clairement le contre-pied d'un mythe qui aurait été inventé par Protagoras, un contemporain de Socrate. D'après Platon, Protagoras aurait raconté l'histoire suivante. Un jour, les dieux de l'Olympe auraient chargé Épiméthée, un titan, de créer les espèces animales. Épiméthée
un dieu assez intelligent mais en même temps étourdi. Épiméthée, c'est celui qui réfléchit après coup, étymologiquement. Épiméthée aurait donné à toutes les espèces animales, sauf à l'homme, des outils, des moyens naturels pour se défendre face aux dangers de l'existence. Par exemple, une fourrure épaisse, des dents pointues, une vue perçante, une rapidité à la course, etc. Mais lorsqu'il est arrivé à l'homme, qui était prévu pour être créé en dernier, Épiméthée s'est aperçu qu'il avait déjà épuisé tous les matériaux qu'il avait à sa disposition. Il n'avait donc rien à donner à l'homme pour se défendre face au froid, face au soleil, face aux autres espèces animales. Pour rattraper l'erreur de son frère, Prométhée, un titan dont le nom vous est peut-être familier, Prométhée a décidé de faire quelque chose d'interdit. Il est allé dans l'Olympe pour voler à Zeus son feu, le feu qu'il envoie aux hommes sous la forme d'éclairs, et il est allé dérober à Héphaïstos, le dieu des forges, connu des Romains sous le nom de Vulcain, il est allé lui dérober le secret des forges, c'est-à-dire un certain nombre de techniques de métallurgie. Et une fois revenu sur la terre, Prométhée a donné le feu aux hommes et il leur a appris à s'en servir, notamment pour fabriquer des armes. Prométhée, on le sait d'ailleurs, a été châtié très durement par Zeus pour cette faute, mais les hommes doivent lui être reconnaissants car sans ces techniques que Prométhée a données aux hommes, les hommes n'auraient pas pu survivre. Aristote considère que le mythe de Protagoras est en grande partie faux. En effet, les hommes ont reçu de la nature, ou d'Épiméthée comme on voudra, deux choses, deux moyens naturels qui leur ont permis ensuite de pouvoir survivre. Le premier moyen, c'est une main particulièrement habile, une main qui est capable d'utiliser et de fabriquer des outils. Et d'autre part, l'être humain a reçu une intelligence supérieure à celle de tous les autres animaux, et une intelligence capable de diriger cette fameuse main. Donc la main, gouvernée par une intelligence supérieure, a été en mesure de créer et de fabriquer un certain nombre d'outils, et cela a permis non seulement à l'homme de survivre, mais cela a donné aussi à l'homme une capacité de choix, une capacité de liberté qui n'existe pas dans les autres espèces animales. Comme le dit Aristote, les animaux, comme les chevaux par exemple, ne peuvent pas enlever leurs chaussures pour dormir. L'être humain, lui, il est capable de fabriquer des outils artificiels qu'il peut utiliser quand il en a envie, suivant l'occasion, suivant le moment, suivant son désir. L'être humain n'a pas à utiliser des outils que la nature lui a donnés, à part la main, le seul outil naturel finalement qu'il possède. En revanche, il peut utiliser des outils adaptés à ses désirs, il peut changer d'outil quand il le souhaite. Et cela est un immense facteur de liberté, car ainsi, l'homme peut, d'une part, se donner des buts variés, il n'est pas astreint à un seul but, et d'autre part, il a les moyens de réaliser ses buts. On voit d'ailleurs ici qu'il y a des liens très forts entre technique et liberté. Je rappelle ce que c'est qu'une technique. Une technique, c'est un ensemble de moyens, et en particulier de savoir-faire, qui ne sont pas naturels, qui sont inventés puis transmis par un enseignement, et qui permettent aux êtres humains de réaliser efficacement un but. Plus on a de techniques à sa disposition, plus on est libre, puisque la liberté consiste justement à être en mesure de réaliser ses buts. Si j'ai peu de techniques, ou si je n'en ai pas du tout, je ne pourrai pas faire grand-chose. Il y a beaucoup de buts que je ne pourrai pas accomplir, d'une part, parce que je manquerai de moyens, je manquerai d'outils ou de machines,
Et d'autre part, même ce que j'accomplirais, je le ferais lentement, de façon maladroite, malhabile, et je ne serais pas satisfait du résultat. On peut également faire un lien entre le travail et la liberté. En effet, le travail, c'est ce qui permet d'acquérir une technique. Une technique, ce n'est pas naturel, il faut un travail pour l'acquérir. Il faut un travail pour apprendre les bons gestes. Il faut un travail également pour fabriquer les outils dont on va se servir dans une technique, quelle qu'elle soit. Inversement, une fois qu'on a décidé de travailler, de faire un travail, eh bien, la plupart du temps, on va utiliser une technique. Sans cela, le travail sera mal fait. Donc, on voit bien qu'il y a des liens entre travail, technique et liberté. Ainsi, l'être humain a été capable de transformer profondément la nature, non seulement pour sa survie, mais également pour se ménager du temps libre. Par exemple, grâce à des techniques qu'il a pu inventer, par exemple des techniques de conservation des aliments. On a fabriqué des greniers depuis la plus haute antiquité pour conserver du blé, par exemple. Eh bien, l'être humain a été capable donc d'acquérir du temps libre de manière à pouvoir faire des choses qui ne sont pas immédiatement utiles à la survie, mais qui correspondent à des buts que l'être humain s'est donné. Par exemple, s'adonner à une activité artistique, faire des fêtes, etc. Ainsi, donc, en transformant la nature, au départ pour sa simple survie, l'être humain est allé bien au-delà de la satisfaction de besoins primaires. Il a pu réaliser des désirs très variés, et d'autant plus variés qu'il avait à sa disposition des techniques nombreuses et performantes. Nous venons de voir que le travail est facteur de liberté dans la mesure où il permet à l'homme de transformer la nature de façon efficace, conformément au but que l'homme s'est donné. Mais le travail n'est pas simplement un rapport entre l'homme et son environnement naturel. En travaillant, l'homme ne transforme pas simplement la nature, il se transforme lui-même. Et on verra que cette transformation est une condition indispensable de la liberté. Ici, je vais m'inspirer d'un philosophe qui a vécu à peu près 2000 ans après Aristote, mais qui, à bien des égards, rejoint l'idée que je viens de développer tout à l'heure, l'idée d'Aristote, à savoir que l'être humain n'a pas été défavorisé par rapport à d'autres animaux. Au contraire, la nature lui a donné un avantage. Donc ce philosophe, c'était un philosophe allemand qui s'appelait Kant, Emmanuel Kant, ou Kant si vous préférez. Prononcez ça à l'allemande. Il a vécu au siècle des Lumières, et plus précisément à la fin du XVIIIe siècle. Kant, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il est l'inventeur des restaurants scolaires, qui se sont appelés d'ailleurs cantines, en l'honneur de son inventeur. Avant Kant, eh bien, les gens qui allaient à l'école, les élèves, mais également les étudiants à l'université, se préparaient eux-mêmes à manger, ou bien demandaient à leurs parents de leur préparer à manger, ou parfois ils allaient au restaurant s'ils avaient les moyens, à l'extérieur de l'école ou de l'université. Mais Kant a estimé que c'était une perte de temps pour les parents, ou pour les élèves, ou pour les étudiants, et puis il a estimé également que c'était peut-être trop coûteux pour les étudiants ou les élèves défavorisés socialement, et donc il a imaginé un restaurant scolaire ou universitaire qu'on a appelé ensuite cantine. Revenons à notre sujet. Kant s'est intéressé non seulement à la transformation de la nature par l'homme, mais, comme je l'ai dit, il s'est intéressé aussi à la transformation de l'homme par lui-même. Si la nature avait été un jardin d'Éden, une sorte de paradis merveilleux avec un climat parfait, où le travail n'aurait pas été nécessaire, eh bien l'homme aurait probablement été heureux. Il lui aurait suffi de tendre la main pour cueillir des fruits nécessaires à sa survie, il n'aurait pas eu à fabriquer des vêtements, etc. Mais sa vie aurait été sans doute aussi stupide, parce que
le travail étant inutile, il n'aurait pas eu à développer son intelligence. Le travail, c'est, pour Kant, ce qui permet à l'être humain de développer ses facultés, c'est-à-dire ses capacités, ses potentialités qui sont endormies. Le travail est donc ce qui va éveiller ses facultés. Ainsi, paradoxalement, les contraintes naturelles, la nécessité d'agir pour pouvoir survivre, ont été un facteur de liberté. L'homme avait besoin d'être stimulé par des contraintes naturelles pour pouvoir devenir plus intelligent, apprendre et inventer de nouvelles techniques, mais également pour devenir plus habile. Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut encore pouvoir utiliser son corps, sa main, ses outils de façon correcte et efficace. Enfin, l'être humain a, grâce au travail, développé une faculté qui est indispensable à la liberté, qui est la patience. Lorsqu'on est enfant, on a tendance à vouloir réaliser tout de suite ses désirs. Et on est très malheureux si le moindre obstacle s'interpose entre nos désirs et leur réalisation. Ainsi, nous ne sommes pas capables de réaliser des projets un petit peu ambitieux, des projets qui nécessitent du temps, de la patience et le fait de surmonter un certain nombre d'obstacles. Grâce au travail, eh bien, l'homme apprend à discipliner peu à peu ses désirs, à les maîtriser. Et ainsi, il est capable de réaliser des projets ambitieux, des projets importants, ce qui est une condition indispensable de la liberté. Récapitulons. On vient de voir que le travail est un facteur de liberté, à la fois parce qu'il permet à l'être humain de transformer la nature en fonction de ses propres buts, grâce notamment à des moyens techniques que l'homme a inventés, et puis d'autre part, parce que le travail transforme l'homme lui-même en l'aidant, en l'incitant à développer des facultés indispensables à la liberté, comme l'intelligence, l'habileté ou encore la patience. Cette réponse n'est pas entièrement fausse. Simplement, elle est insatisfaisante parce qu'elle est trop abstraite. Elle fait abstraction d'une caractéristique importante du travail, qui est son caractère social. Si on y réfléchit bien, tous nos travaux sont directement ou indirectement faits en fonction de la société. Même lorsque nous travaillons tout seuls, chez nous, pour notre plaisir. Par exemple, on travaille sur un instrument de musique, ou bien on fait du jardinage, ou de la menuiserie, ou du bricolage. Eh bien, en réalité, le travail que l'on accomplit a un lien avec la société. On travaille avec des outils qui ont été fabriqués par d'autres que nous. On utilise des savoir-faire, des techniques qui nous ont été enseignés. Donc même le travail personnel qu'on accomplit pour son plaisir, en réalité a un lien avec le travail social qu'on accomplit en grande partie pour satisfaire des besoins qui ne sont pas les nôtres, mais des besoins d'autres que nous. Nous allons donc, dans un deuxième temps, voir si le travail, en tant qu'activité sociale, est véritablement un facteur de liberté. Et nous allons voir que, au moins en apparence, ce n'est pas le cas. Le travail est plutôt contraignant, plutôt quelque chose de contraire à la liberté, qu'une activité épanouissante.